En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite. Combien je vous vois ? C'est beaucoup trop cher. C'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Franchement, je suis un peu déçu. Hein. Bah oui, surtout que c'est vous qui payez en plus, donc je comprends que... Bah oui, parce que Stanislas Rigaud n'est pas encore là, Bah oui. donc c'est moi qui vais payer l'édition. Moi j'aurais super. bien payé, mais Merci. je préfère que ce soit Non, vous. je vais faire une note de frais. Ah bah non, vous l'envoyez à Monsieur Rigaud alors. Ah oui, vous avez raison. Bon, Stanislas Rigaud arrive, il est quelque part. Il est bloqué. Il est bloqué quelque part. Dans un taxi. Dans un taxi, voilà. Mais oui, mais en même temps, il est pas à vélo. Bah sinon je peux c'est l'imiter. pas très- Ah bonjour Maud, bonjour à tous. C'est comme ça que vous imitez Stanislas Bah Rigaud. je suis pas imitateur, hein, j'ai que 2 voix moi, donc Bah, voilà. c'était bizarre. Je me suis dit qu'on allait peut-être bonjour pouvoir à berner tous. nos auditeurs adorés en faisant croire Je suis qu'il pas était sûre là. que ça fonctionne. Non, On les note, est-ce que vous y avez cru? Ah bah si, oui. Oui, Pourquoi il est vous pas là avez- Non, bah pour Non. l'instant, pas. Ah, c'était oui, Franck. Bravo. c'est ça. Alors, moi, je dis bravo. Au moins vous Finalement, rendez c'est- hommage à mon c'est pas talent, mal. Liselotte, c'est Non, mais on gentil. cherchait un humoriste et un imitateur sur cette radio. Bah, bah, le ça voilà. y est, on a... Ah non, c'est... Bon, bonjour Stanislas Rigaud. Eh ben écoutez, oui, je vais prendre sa place. Ah non, bah c'est Louis Rigaudière Je alors. vais assez mal, hein, désolé pour vous. Hein, mais, On devrait faire un... Comment on appelle ça, faire deviner les musiques, là? Ah oui, un blind test, Ah oui, un ouais, test ouais, aveugle. ouais. un test Un aveugle. test aveugle, mais On va avec les essayer. voix de nos invités. Non, malheureusement, Non, non, vous mauvaise entendez idée. bien, chers auditeurs, que ce n'est pas Stanislas Rigaud En qui vous effet. parle. Hein. J'espère bah, que voilà. vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Bon, on peut revenir peut-être sur votre sondage, hein, puisqu'on est en... Oui, bah, Total c'est roue vrai libre. que non, mais c'est vrai que c'est un sondage assez retentissant, hein, parce qu'on vraiment on aurait pu considérer que le Rassemblement national était affaibli par les récents événements et par la motion de censure, hein, qui était parfois mal reçue par ses électeurs, et finalement non. Alors, on rappelle qu'il s'agit du sondage, double, parce qu'il y a celui, le vôtre, que vous avez publié sur nos réseaux, et puis le sondage qui est paru ce matin dans le Figaro, qui indique que le RN n'a presque jamais été aussi haut, finalement, Oui. à 2 ans de la présidentielle. Enfin, un an. Oui, il y a Mais un- peut-être à 2 jours hein, Ah, de la présidentielle. Après, Oui, moi je souhaite rien du tout de particulier, Non. mais bon, ça peut arriver. Non, Tout mais oui, peut il se y a passer, un- oui. il y a un sondage IFOP qui est sorti qui indique que dans les intentions de vote là actuellement, enfin si on votait par exemple aujourd'hui ou demain, que Marine Le Pen pourrait avoir 34 à 38% des voix, Édouard Philippe 24 à 26% et Jean-Luc Mélenchon 11 à 12%. la chute, Oui, oui, la chute de la France Insoumise. La quoi. gauche Après- s'effondre, hein. Mais comme je l'ai dit, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Marine Le Pen, parce qu'elle aurait vraiment préféré, pour le coup, je pense, stratégiquement affronter un candidat de gauche qui là aurait pu diviser un petit peu les voix des centristes. Je vois mal. Si la gauche pouvait faire un effort. Oui, voilà. Donc c'est vraiment on lance un Appel ce appel. hein. matin à la gauche, Mais, merci de... Mais Je non, sais mais pas. je vois mal en ce moment, surtout ces jours-ci, les centristes vraiment se liguer, enfin comment dire, se rallier à Jean-Luc Mélenchon. Ça me paraît assez inconcevable. Oui, je partage assez votre avis. Stanislas Rigaud est apparu oui, il quelque est part, annoncé. mais il se balade dans la région, on ne sait pas ce qu'il fait, il Je fait vais sa pouvoir vie. laisser Ça ma va place. Stanislas? Tout va bien? Bah oui, n'hésitez pas à rentrer dans le studio, non, il n'y a pas de problème. Sur ce, je vous Tout quitte. va bien, Merci à tous. merci beaucoup Louis d'avoir imité Stanislas Rigaud, Radio qui libre, entre ici. donc en scène, qui tient la porte, on va commenter tout ce qui se passe, qui marche, qui va bientôt s'asseoir, qui balance son téléphone par terre, c'est super bizarre, voilà. Vous remettez les sièges à votre hauteur. Ça c'est de la radio. Ouais, c'est génial, c'est direct, c'est la magie. Eh oui, c'est Ok. la magie du direct. Bonjour, à tous. Stanislas Rigaud, Désolé comment de ça mon va retard. Mais en Merci tout cas, à vous êtes Louis bien d'avoir coiffé ce matin. Bah oui, c'est pour ça que je suis en retard. Ah, mais bah voilà. Quelle Ça va fille, prendre. c'est pas Bah vous aussi, possible. vous êtes bien coiffé, mais vous êtes à l'heure. Je sais pas, ouais. Oui. Bon, Stanislas, est-ce que vous avez eu le temps de préparer quelque chose, un édito pour amorcer cette Écoutez, édition? alors, rien à voir avec la. Alors, je l'ai laissé j'ai laissé le livre en coulisses, mais c'est un livre que je lis en ce moment d'un jeune auteur. C'est son premier ouvrage qui s'appelle La plume et le tombeau de Robin Nito. Ah oui. Et qui aurait hier organisé sa dédicace. Mhm. Et alors, ce n'est pas réellement un édito, mais c'est surtout un coup de cœur pour dire à nos auditeurs que c'est un livre magnifique qui parle de 10 auteurs, qui parle
de leur rapport à la mort. Alors, il parle de Victor Hugo, d'Arthur Rimbaud, de Simone Veil, de Drieux-La Rochelle. Et c'est un livre où l'on apprend, par exemple, plein de choses. C'est un concentré d'anecdotes, de petits moments de vie des auteurs dont il parle. Et donc, j'invite nos auditeurs à le lire. J'aurais dû le prendre en studio avec moi, mais j'étais déjà suffisamment en retard. Tout est raté ce matin. Merci, je vous en prie, Maud. Donc, c'était surtout un coup de cœur. Vraiment, hier soir, je me le suis procuré hier et j'ai pu le lire hier soir et encore un peu ce matin. Et vraiment, c'est un livre passionnant. Et donc, je conseille à vos auditeurs, à nos auditeurs de le lire. Et puis après, on sera un peu plus agressif, un peu plus violent à l'égard de l'actualité. Allez, mais pour une fois qu'il y a des choses positives dans l'actualité, dans notre camp également, parce qu'on dit souvent qu'on ne produit rien, mais en tout cas, il y a une belle production. C'est ce livre de Robin Nitto. Mais Robin Nitto qui est journaliste, non ? Qui est journaliste au Figaro. Au Figaro, oui, voilà, c'est ça. Oui. Et que Radio Courtoisie a peut-être reçu d'ailleurs. Mais en tout cas, on le recevra. On le recevra pour parler de ce livre que vous vendez très bien. C'est un appel. C'est un appel. Robin, non, mais ça commence avec Arthur Rimbaud et c'est vrai que c'est génial parce que c'est pas une biographie des auteurs évidemment, mais c'est leur rapport à la mort. Mais donc il y a tout un tas d'anecdotes que l'on apprend ou qu'on redécouvre et qui sont toujours amusantes, en tout cas intéressantes à savoir. Donc voilà. Merci beaucoup pour cette petite parenthèse positive. Exactement. Écoutez, on enchaîne directement, je pense. Oui, allez, c'est parti. L'addition. On est en retard. Non, on n'est pas en retard du tout va bien. Non, mais on va forcément vous demander votre avis un petit peu sur toujours cette actualité politique et cette annonce d'Emmanuel Macron hier, qui a indiqué, comme la semaine dernière, que dans les prochaines 48 heures, il nommerait enfin le prochain nouveau Premier ministre. Voilà, le favori étant pour l'instant François Bayrou. Pas tant que ça. Parce pas tant que ça. Ce qui se dit aujourd'hui. D'autres informations. Alors, j'ai d'autres informations en effet. J'ai juste remonté ma chaise. D'accord. non, mais. Skimo, chocolat glacé pendant ce temps-là. Non, de ce que l'on comprend aujourd'hui, les LR et le PS ne veulent pas de François Bayrou, donc ils ne tiendraient plus la corde. Sur les 48 heures dont parle Macron, depuis la motion de censure, on nous explique qu'il va prendre une décision très rapide. La motion de censure, pour rappel, c'est déjà il y a une semaine. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'en un claquement de doigts, on peut décider de l'avenir de notre pays. Pour reprendre cette formule, parfois quelques heures engagent quelques siècles, et là, en l'occurrence, les quelques jours peuvent engager quelques mois, voire quelques années pour le pays. Donc, il faut évidemment ne pas tomber dans la démagogie et dire il faut absolument se presser. Oui. Simplement, d'un point de vue rationnel, je crois que le président de la République pouvait anticiper cette motion de censure et donc réfléchir d'avance à cela. Mais en tout cas, François Bayrou non plus ne tient pas la corde, mais en réalité, personne ne tiendra réellement la corde. Ce sera soit un copier-coller du gouvernement Retailleau, enfin, avec des personnes qui changeront, mais les personnes resteront les mêmes, soit une espèce d'alliance de la carpe et du lapin, avec des gens de gauche qui vont trahir une fois de plus leurs électeurs. Et quoi qu'il arrive, il y aura de nouveau une censure, vous pensez, Stanislas Rigaud ? Je sais pas, oui, vraisemblablement, ça semble compliqué de l'éviter, parce que si ils font sans LFI et le RN, donc PS, LR, Bloc Central. Bon LFI plus c'est mathématique, hein, mais LFI plus le Rassemblement National, ils peuvent voter une motion de censure. D'autant que dans les troupes ELV, enfin écologistes et Parti Socialiste, ça va être compliqué de tous les tenir, avec de l'autre côté des LR comme Bruno Retailleau. On les voit mal cohabiter ensemble pendant 2-3 ans. Mais c'est pour ça, pour garantir un minimum de stabilité pendant une durée, en tout cas jusqu'à 2027, imaginons, il faudrait quoi comme profil ? Là, il y a aussi Jean-Yves Le Drian qui a été évoqué. Soit c'est une main tendue à l'extrême gauche et à LFI, et donc ça fait pas nos affaires, soit c'est une vraie main tendue au Rassemblement National pour s'assurer qu'il ne censure pas. C'est ou l'un ou l'autre, quoi. C'est pas. Ils vont devoir choisir. Le centre va devoir choisir, sauf que dans le centre, à chaque fois, ils sont divisés. C'est-à-dire que le RN et LFI, enfin le RN et la gauche extrême, est un bloc plutôt uni et qui marche comme un seul homme. Mais au centre, encore une fois, quand je dis le bloc central, j'intègre les LR dedans, mais entre un Jeanbrun et un Gabriel Attal qui se la joue de plus en plus progressiste, c'est pas la même chose. Entre, encore une fois, les représentants de Bruno Retailleau et des copains de Didier Migaud, ce n'est pas la même chose. Donc là, ils vont devoir composer sur des textes. C'est là où ça peut devenir compliqué. Alors c'est bien de devoir faire barrage, disant on va tout faire, parce que c'est l'objectif quand même affiché par certains, c'est de ne plus être dans la roue du RN. Bon, c'est bien de ne pas être dans la roue du RN, d'être à la merci du RN,
Et bon, pour faire quoi après, bonne question. Oui. Hier après-midi, Emmanuel Macron a reçu plusieurs responsables politiques, sauf la France Insoumise qui de toute façon a dit que ça ne les intéressait pas, et le Rassemblement National. Est-ce que vous avez le sentiment, alors au-delà de... On peut d'ailleurs commenter ça, d'ailleurs on va s'arrêter là. Ça vous a surpris, vous, qu'Emmanuel Macron fasse ça ? Emmanuel Macron, quand en 2023, après les émeutes, il y a les émeutes de Saint-Denis, il convie ou convoque au choix Jordan Bardella, Emmanuel Bompard de la France Insoumise et du Rassemblement National. Dans ce cas précis, ça ne les dérange pas de travailler avec eux et d'échanger. Maintenant, visiblement, c'est plus le cas. Donc Emmanuel Macron est coutumier du fait. Il choisit ce qui est respectable et ce qui ne l'est pas en fonction... À cause de l'affront de la motion de censure. Exactement. En fait. Après, je crois que c'est Marine Le Pen elle-même qui le dit dans le Figaro il y a quelques jours. Elle ne voyait pas l'intérêt d'y aller, en fait. Et c'est vrai, fondamentalement, on sait que le Rassemblement National ne va pas siéger, gouverner. Oui, avec, mais ils ne veulent pas, de toute façon. Ils ne veulent pas. Donc en fait, c'est vrai qu'ils n'ont pas tort. Macron n'a pas tort non plus de ne pas perdre du temps bêtement. On ne va pas consulter des gens pour qu'ils le répètent la même chose. Non mais bien sûr, mais ça pose aussi la question de ce que veut le Rassemblement National. Je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, si je ne me trompe pas, mais c'est quoi la stratégie du Rassemblement National ? On a reçu hier Aymeric Salmon, qui est député du Rassemblement National, et qui nous disait la stratégie pour la motion de censure, c'était d'arrêter le budget, d'empêcher le budget, d'accord, mais derrière et après c'est dans à long terme, en fait, c'est quoi le problème, en fait, c'est très simple, c'est que moi j'ai du mal à répondre à cette question parce que concrètement je vois pas ce qu'ils vont pouvoir faire. Alors soit c'est quelqu'un de plus à droite que Michel Barnier, enfin plus à droite en tout cas qui plaît plus au Rassemblement National à minima, et ils vont l'approuver, et là encore une fois pour combien de temps il y aura un nouveau budget, j'imagine qu'ils seront pas pour, enfin ça me paraîtrait surprenant qu'ils le soient, mais là où le RN se satisfait en tout cas, c'est que puisqu'il y a des études d'opinion et notamment ce matin qui les donnent très haut, ils disent voyez, ce qu'on a fait, ça paye. Oui, mais c'est quand même un coup de poker c'est des coups de poker. Le problème, c'est que vu que ça fonctionne pour eux, à l'instant T, ou en tout cas dans les sondages, ils se disent que c'est la bonne stratégie. Mais encore une fois, là où je vous rejoins, c'est que vont-ils faire maintenant concrètement ? C'est-à-dire qu'il y aura un ouvernement. Alors si c'est de gauche, c'est facile. Si c'est Marine Tondelier, Premier ministre, et j'imagine qu'ils censurent dans la foulée, ou qu'ils vont évidemment tout faire pour les en empêcher. Mais bon, s'ils nous mettent un Retailleau, s'ils nous mettent le Cornu, s'ils nous mettent Bayrou, que vont-ils faire ? Si Bayrou arrive et dit écoutez, moi je suis pour la proportionnelle, je suis pour ci et ça. Moi je pense qu'une des vraies solutions, honnêtement, et David Lisnard le disait, mais Reconquête et Sarah Knaf en a parlé aussi récemment, je pense qu'il faut passer par des référendums. Il y a des grands sujets et il faut passer par des référendums. Il y a un sujet sur l'immigration, l'extrême gauche et la gauche de façon générale ne veut pas en parler. Très bien, donnons la parole au peuple. Et donc un référendum pour choisir le prochain Premier ministre ? Non, sur les sujets. Pardon, d'accord. Tant mieux qu'il n'y ait pas une... En fait, légiférer à tout va, on a l'impression qu'ils votent des lois tout le temps, mais on a déjà des codes de loi absolument monstrueux. Le code du travail, il est monstrueux, le code pénal, il est monstrueux, tout est monstrueux dans le droit français, il y a une suradministration, il fallait D'ailleurs, je crois qu'à l'époque... la campagne de 2012, Sarkozy avait pour projet de simplifier le droit, ça n'a pas été fait. Donc, on va pas légiférer pour légiférer, mais à la rigueur, donnons la parole aux Français. On ne peut pas dissoudre l'Assemblée de toute façon avant juillet prochain. En revanche, on peut faire des référendums. Et ça, c'est à la main du président de la République. Est-ce que ça vous a surpris ou choqué que François Hollande vote cette motion de censure ? Non, mais il joue un jeu dangereux parce que François Hollande est déjà, ou en tout cas prête que candidat pour l'élection 2027. Et il va essayer de peser de tout son poids, et on sait qu'il peut en avoir, sur la gauche. Donc il n'a pas le choix que de se mettre avec le gros des troupes. Maintenant, lui, il a tout. Oui, encore une fois, le gros des troupes. Ça suffit, et pas avec le gros des troupes, mais avec le gros des troupes. Enfin, vous avez compris. Pas sûr. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lui, il n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une démission du président de la République. Donc il doit se contenter de bordéliser un peu la situation et d'apparaître comme un recours, c'est-à-dire entre l'extrême gauche bruyante et qui s'agite, et un centre qui s'est compromis avec l'extrême droite. Ce matin, Olivier Faure a dit que le futur Premier ministre ne peut pas être François Bayrou. Il a également acté sa rupture avec la France Insoumise. Non, ouais, mais et puis c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors pardon, parce que je me perds un peu dans toutes ces fiches, dans tous les sens. Jean-Luc Mélenchon qui a lancé un appel à destination des socialistes, écolos et communistes. Revenez à la raison et à la maison, parce que eux, je crois, ont été reçus par Emmanuel Macron. En tout cas, ont répondu à l'appel, à
l'invitation. Donc est-ce qu'on est en train d'assister finalement à la fin du nouveau Front Populaire ou pas? Moi, je crois pas du tout. Petite crise, non, mais ça peut être la fin à l'instant T, mais on sait comment ça se passe à chaque fois. Vraiment, ça, c'est le sujet, je crois, dont on parle le plus, mais parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Non, mais c'est pas du tout approche, au contraire, parce que je pense qu'il faut le marteler. Ouais. Là, Olivier Faure, il rêve d'être ministre, tous leurs copains rêvent d'être ministre. Tondelier, elle a pas de mandat, elle est conseillère municipale à Hénin-Beaumont, elle se prend des tôles depuis 15 ans là-bas. Ils voient en tout cas la possibilité d'être ministre à court terme, et peut-être même à moyen s'ils arrivent à tenir l'Assemblée nationale. Donc eux sont tentés d'aller là-dedans. LFI reste sur sa position classique, à savoir opposition franche, et etc. Et ils ont un seul objectif, présidentiel. Ouais. C'est pas compliqué. Alors que la gauche, PS et Colo savent très bien, ils ne pèsent rien tout seuls à l'élection présidentielle. Donc leur seule façon d'exister, c'est d'être dans une coalition. Là, leur coalition pour les législatives, c'est avec LFI pour gagner des sièges ou les conserver. Et là, pour potentiellement gouverner, ils ont peut-être besoin de lustrer un peu les pompes des macronistes. Donc c'est pour ça qu'ils sont dedans. Mais Olivier Faure, c'est pas la première fois qu'il nous fait un sketch en disant que c'est fini avec Mélenchon. Il nous l'a fait après le 7 octobre. Il nous l'a fait à maintes reprises avec Rima Hassan. Ou avec des propos. On les connaît, les PS et les écolos. Ouais. Ils font leur cinéma contre Mélenchon. Et puis après, ils retournent à la maison et à la raison, comme dirait Jean-Luc Mélenchon, tranquillement. Et comment expliquez-vous le sondage de ce matin qui indique la chute, vraiment la chute libre de la France insoumise Qu'est-ce qui chute libre, ils sont devant toute la gauche. Hein. Oui, certes. Oui, mais bas par rapport à d'autres sondages. Comme toujours. Ouais, comme d'habitude. Ça veut rien dire à 2 ans de. Déjà, oui, je pense que ça veut rien dire à 2 ans. Évidemment, parce qu'il n'y a pas de campagne. L'élection présidentielle, c'est l'élection qui intéresse le plus les gens. Donc ça change évidemment la situation. Et puis surtout, Mélenchon est toujours donné beaucoup plus bas qu'il ne se termine à la fin. Oui. En 2017, tout au long de la campagne, enfin en tout cas au début de la campagne, Benoît Hamon était à 16-17 et caracolé en tête de gauche. Il a fini par écraser Hamon. En 2021, je me souviens très bien, il a affronté Éric Zemmour, il était autour des 6, 7, 8. On expliquait que Mélenchon c'était fini parce que toujours le même discours, trop agressif, etc. Puis à la fin, il finit en 2017 à 800 000 voix du second tour et en 2022 à 400 000. Ça s'appelle la démographie et on sait pourquoi il parle de Palestine. Voilà, encore une fois. C'est toujours le même. Qu'est-ce que vous faites avec votre siège là? Mais c'est bizarre, hein? Oui, c'est vous bizarre, montez, vous descendez, je dirais les sondages. Oui. Moi j'ai une question. Vous parliez d'Hollande comme scénario possible pour la prochaine présidentielle, mais est-ce que vous croyez vraiment à ce scénario alors que pour la gauche, c'est quand même le président qui a détruit le Parti socialiste, qui a trahi tous ses électeurs? C'est Christophe Barbier qui en parle très bien d'ailleurs dans ses livres sur la chute du C'est Franck Barbu là qui a parlé. Mais bravo. Moi je ne sais pas si j'y crois. Lui il croit en tout cas. Je crois que c'est quand même la différence. Moi je dis pas. Je pense simplement que 2 choses l'une. La gauche modérée n'a pas de représentants talentueux ou de personnes charismatiques. Ouais. C'est vraiment le par dépit là pour le coup. S'ils sont pas plus charismatiques qu'Hollande, c'est oui, c'est sûr que c'est un peu dur. Oui, mais en fait, on le voit, Olivier Faure par exemple, qui aurait pu prendre cet espace-là, il est mauvais, Hidalgo était très mauvaise, et François Hollande, c'est un peu, vous savez, la phrase au royaume des borgnes, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et c'est vrai qu'honnêtement, quand on entend François Hollande prendre la parole aujourd'hui à l'Assemblée nationale ou dans les médias, il est quand même globalement au-dessus de la classe politique. Oui, c'est sûr. Et donc, il bénéficie ça indéniablement. Et de son expérience. Et évidemment, de son expérience. Et puis, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on l'a décrié pendant son mandat de 2012 à 2017. Et maintenant qu'il est plus là, on dit finalement, Hollande, c'était quand même mieux. Et Macron a quand même bien détruit le pays. Donc, je pense que c'est ça son espace. Et puis, il va essayer de se mettre, comme il le fait depuis 40 ans, enfin, depuis 30 ans au moins, en match avec Jean-Luc Mélenchon. Et pour l'instant, il a gagné tous ses matchs face à Jean-Luc Mélenchon. On avait évoqué le nom de Raphaël Glucksmann à un moment donné pour être incarné un peu la gauche. En tout cas, il est plutôt bien placé dans les sondages, ouais. L'opinion de la gauche. Oui, non, c'est un peu le même profil que François Hollande, plus modéré face à Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense qu'il n'a pas la niaque ou l'énergie de François Hollande. C'est-à-dire qu'en fait, on sous-estime toujours François Hollande. Mais il a tué tout le PS. Mais alors, avant de le détruire, il a tué tous ses opposants. Il avait quand même des poids lourds à l'époque face à lui. C'est quelqu'un de très fort, François Hollande. Enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Ouais. Il est redoutable. Il plaît beaucoup aux jeunes. Hein. Il plaît aux jeunes. Et puis, en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on oublie vite. Chirac était et aujourd'hui une icône pour des gens en expliquant que c'était génial sous Chirac. Enfin, pardon, à l'époque, Chirac n'était pas si populaire que ça. Je prends le pari, encore une fois, que
Emmanuel Macron, dans 15 ans, enfin si la situation va toujours bien, on dira ah ben finalement Emmanuel Macron c'était quand même Notre-Dame, c'était les Jeux Olympiques, c'était quand même vachement bien. Et en fait, vu que le pays se détériore de mois en mois, on a l'impression que c'était mieux hier, et donc quand c'était mieux hier, c'était avec un tel, c'était le François Hollande, c'était le Chirac, c'était le Sarkozy. Oui, c'est vrai. Voilà, donc je dis pas qu'il va gagner la présidentielle, je dis simplement qu'il a des armes, et quand en 2012 on pensait que Sarkozy pouvait le battre ou qu'il allait le rétamer en débat, il est costaud le François. Liselotte. Oui, quand Emmanuel Macron a reçu les ténors de la gauche, donc à l'exception de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon se plaignait et expliquait que justement c'est ce genre d'attitude et puis presque d'ouverture de la part de ses amis de gauche qui pourrait créer l'explosion et la fracture au sein du NFP. Est-ce que une fois que cette crise politique sera passée, le NFP aura survécu, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que ça va créer une fracture monumentale à gauche à partir du moment où on verra certaines personnalités choisir de rejoindre Emmanuel Macron ? Je crois, encore une fois, qu'électoralement parlant, les autres forces politiques du NFP, à savoir les écolos, le PS et le Parti communiste, ces forces-là ont besoin de LFI pour aller faire campagne aux législatives. Donc j'ai du mal à les voir rompre définitivement avec. Maintenant, s'ils avaient à le faire, je pense qu'ils se mettraient dans un pétrin pas possible. Mais d'ailleurs, tout comme... ils vont se retrouver dans la situation de LR. C'est-à-dire très faible au niveau national, localement avec quelques ancrages, mais surtout à devoir choisir entre un camp. Donc soit ils devront s'allier aux législatives et donc réellement faire alliance, parce que s'ils vont au gouvernement avec un gouvernement de gauche, ils diront que c'est de la cohabitation et qu'ils essayent de s'opposer à Emmanuel Macron tant bien que mal. En revanche, au moment des législatives, ils devront trancher. Soit ils s'allient avec le centre, et là ça va quand même être compliqué, parce qu'allier Marine Tondelier et Édouard Philippe, même s'ils sont prêts à beaucoup de bassesse pour conserver des sièges, c'est compliqué. Ou à l'inverse, ils vont devoir retourner au bercail et demander pardon au maître suprême, à savoir Jean-Luc Mélenchon. Donc ils sont dans un étau. Qui peut choisir de ne pas leur accorder son pardon ? Est-ce qu'il peut choisir par orgueil de faire cavalier seul ? Moi je pense qu'il en est capable. Je pense que c'est à force de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est prêt à tout, et il a pris des risques, il est partisan de la terre brûlée, il tue politiquement à tire-larigot. On l'a vu encore récemment, Corbière, Garrido, Clémentine Autain, François Ruffin. Il n'a pas peur de grand chose, Jean-Luc Mélenchon, et s'il faut aller au bras de fer, il ira au bras de fer. À chaque fois on lui explique qu'il y va, qu'il divise la gauche, et encore une fois à chaque fois il les rétame. Moi je trouve ça d'ailleurs assez hallucinant, parce que 2022 semble bien loin. Mais rappelons un peu les scores du Parti Socialiste, des écologistes et du Parti Communiste. Ils sont tous à moins de 5. Il faut se rendre compte de ça, il faut le rappeler. Donc, aux législatives, ils sont sous perfusion grâce à la France Insoumise, qui leur donne des sièges, ça leur donne un semblant d'unité, donc une dynamique, enfin un semblant d'unité, une unité, pardon, et une dynamique pour leur permettre d'avoir des sièges, etc. Mais nationalement, aux européennes, il y a l'exploit de Luxman, entre guillemets. Enfin, les écolos, c'est 5, le Parti communiste, c'est moins de 5. Moi, quand j'entends Tondelier ou Rousseau se la jouer sur les plateaux TV et exiger des choses de la part du gouvernement, je trouve ça hallucinant. C'est-à-dire qu'ils ne pèsent à rien, ces gens-là. Donc, il faut arrêter de les... Non seulement ils pèsent rien électoralement, et sur les idées majoritairement, ils sont totalement en déconnexion, déconnectés des aspirations réelles des Français. Donc, ces gens-là sont à l'ouest. Et c'est ce que révéleraient les référendums, justement. Ah ben je crois que c'est là où, justement, un référendum sur l'immigration, ils veulent pas en parler à l'Assemblée nationale, très bien, on a l'impression que c'est un sujet encore tabou, faisons un référendum sur l'immigration. Bruno Retailleau était favorable à... Bon, il a pas eu le temps, quoi. Il était. Il a pas eu le temps. On verra s'il reste. Il faudrait qu'il le soutienne. Ce serait un bel acte de sa part. Et ça montrait qu'il est désintéressé des fonctions de la République, mais qu'il est intéressé par... Je crois qu'il l'est. Ouais. Vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel Macron sera peut-être reconnu plus tard pour les aspects positifs de ses quinquennats, notamment les Jeux Olympiques, tout ça, et la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont on n'a pas encore parlé. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette cérémonie ? Est-ce que... Oui, Oui, d'accord. Non, c'était très bien. Petite grimace. Justement, moi, je suis loin de penser, et j'espère que je ne penserai pas ça dans quelques années, qu'Emmanuel Macron est un grand président et qu'il fait du bien au pays. Bien au contraire, je pense qu'il le détruit chaque jour qui passe. Maintenant, oui, c'était une belle cérémonie. Je crois que c'est important, dans la force du symbole, d'avoir mis en avant Notre-Dame. La reconstruction est, il faut le dire, magnifique. Les images... Vous y êtes allé ? J'ai pu y aller dimanche soir. Ouais. Oui. Donc j'ai eu cette chance-là d'y être dimanche soir. Alors, je n'ai pas eu la chance de côtoyer Sandrine Rousseau et toutes ces personnes qui passent leur vie à détruire les racines chrétiennes de notre pays, et qui étaient fiers
de se pavaner à Notre-Dame, et ça voilà, ça c'est l'aspect un peu plus négatif, mais auquel on peut échapper, c'est évidemment Anne Hidalgo et Sandrine Rousseau, ou même d'autres d'ailleurs, qui se pavanent dans Notre-Dame, qui n'ont jamais mis les pieds dans une église, mais qui là, pour des raisons politiques, sont très fiers d'en être, alors qu'ils passent leur vie à cracher sur l'église, sur ce qu'elle représente et sur ses valeurs. Donc vous voyez, ça m'a un peu agacé évidemment, d'autant qu'une Anne Hidalgo, il faut le rappeler, n'a pas mis 1 centime avec la mairie de Paris pour Notre-Dame. Et ça, je trouve ça mais d'une bassesse crasse. Vous voyez, on peut critiquer les milliardaires et expliquer qu'un Bernard Arnault c'est un proche d'Emmanuel Macron, etc. Enfin, il y a un moment donné où certains donnent 200 millions. Alors peut-être que ça ne représente rien pour eux, mais c'est déjà énorme et monstrueux, et faites mieux si vous le pouvez. Mais de l'autre côté, on a Anne Hidalgo, Sandrine Rousseau, Attal Philippe, qui nous parlent à longueur de temps de cette France multiculturelle, où en réalité il n'y a pas d'histoire, on aurait que l'histoire de France commencerait en 1789, etc. Bon, peut-être que Notre-Dame et les célébrations leur auront permis d'ouvrir les yeux et d'ouvrir leur cœur, mais je crois que la noirceur des pierres de Notre-Dame qui a disparu reste bel et bien attachée à leur personnage. C'est beau ce que vous dites Merci. ce matin, Stanislas Rigaud. Quel Ça, je poète. suis un peu en retard, je l'ai C'est préparé. pour ça. Ah oui. Un dernier mot, il nous reste 4 minutes environ pour parler de Boualem Sansal, dont l'audience en fait a lieu aujourd'hui à Alger. Son avocat français n'a pas obtenu de comment on appelle ça, visa. C'est passé de visa. Merci beaucoup pour aller le défendre sur place. Alors, je crois qu'il a quand même des avocats algériens. Ça, je ne sais pas ce que ça vaut, mais bon, voilà. Vous, est-ce que vous êtes, quand vous avez lu ça, quand vous avez appris ça, ça vous a un peu frappé? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que la France doit réagir? Est-ce que La France doit continuer de réagir. Après, voilà, encore une fois, la France doit œuvrer diplomatiquement parlant, mais dans l'ombre. Je pense que c'est le oui, rôle d'où le silence quand même. Je crois, enfin j'espère. La discrétion en tout cas. J'espère que le silence n'est pas lié à l'inactivité, pardon, Oui, mais bien sûr. justement au travail de SAP pour espérer libérer Boualem Sansal. Mais de toute façon, voilà, c'est toujours la même chose. La France doit exercer son rapport de force, et en plus, pour une fois, parce qu'il faut le dire, on parlait de Notre-Dame à l'instant, la France fait preuve d'une grande force diplomatique, et avoir réuni autant de chefs d'État il y a seulement quelques jours à Paris pour Notre-Dame, symbole on ne peut plus important de notre pays, c'est la preuve que la France est quand même encore un très grand pays. Et encore une fois, on n'aime pas Emmanuel Macron, là n'est pas le sujet. Avoir réuni Donald Trump avoir fait venir Donald Trump pour son premier déplacement international à Paris. Alors qu'il n'est pas encore président, en fonction. Il n'est pas encore en fonction. C'est un énorme coup. Avoir eu Zelensky présent, pareil, je rentre pas dans le débat Ukraine-Russie, simplement avoir eu Zelensky, Trump, Meloni, d'autres chefs d'État, le prince William, etc. C'est la preuve que l'on pèse quelque chose. Donc c'est le moment de s'en servir, de notre poids diplomatique, pour assurer à Boualem Sansal une défense à minima correcte et digne. Voilà, je crois que c'est le minimum, et on doit exiger sa libération. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'humiliation de la part de l'Algérie vis-à-vis de la France avec cette arrestation? Oui, je pense. En tout cas, ils ont une sévérité à l'égard de monsieur Boualem Sansal qui est bien plus grande que la nôtre à l'égard de leurs ressortissants qui cassent, pillent ou volent sur notre territoire. C'est toujours la même chose, hein. Vous voyez, si nous étions d'une fermeté incroyable en permanence, et que nous étions des bourreaux avec les Algériens sur notre sol, ils auraient des arguments pour expliquer qu'ils essaient de nous rendre l'appareil. Et là, aujourd'hui, je crois qu'on est plutôt laxiste avec eux. Donc, ouais. Enfin, encore une fois, c'est 843 millions d'euros d'aide au développement sur 5 ans à l'Algérie. Hein. C'est Western Union, c'est des visas, c'est leurs chefs d'État, leurs dirigeants qui viennent se faire soigner dans nos hôpitaux, dans nos cliniques privées. Scolariser leurs enfants aussi. Scolariser leurs enfants. Donc voilà, encore une fois, il y a des rapports de force à exercer. Il faut le faire de façon intelligente. Est-ce que des cas individuels comme ça, selon vous, doivent influencer la politique plus générale? Est-ce que c'est pas dangereux de mettre le doigt dans cet engrenage de si vous faites ça à l'un de mes concitoyens, bah, du coup, moi, dans mes grandes décisions politiques et les grandes directions que je donne, ça aura une influence? Est-ce que vous pensez pas que ça pourrait se retourner contre nous, ce genre de logique? De toute façon, le rapport avec l'Algérie, il est compliqué bien avant cette arrestation. Donc je suis pas sûr que le fait de sortir pour une fois, enfin de montrer un peu les dents pour une fois, je suis pas sûr que ça nous porte préjudice. Et puis après, c'est toujours la même chose, mais c'est aussi la force du symbole.
C'est-à-dire que là, le symbole, c'est qu'un écrivain, nous, le pays justement qui passons notre vie à dire que nous sommes le pays de la liberté, là, on a l'occasion de prouver que nous le sommes encore, et que nous sommes encore attachés à la liberté d'expression, à la liberté littéraire. Donc c'est pour ça que c'est au-delà de cette question-là, il y a la force du symbole, et surtout, il a la double nationalité, et puis il venait d'être décoré par le chef de l'État, donc c'est quand même violent à l'égard des Français. Après, évidemment, c'est pas les individualités qui doivent faire la politique générale, mais là, il y a la force du symbole, les humiliations répétées, et le fait que l'on était en train de le mettre en avant quelques semaines auparavant. Bien, merci beaucoup, Stanislas Rigaud. On peut peut-être rappeler qu'on peut vous retrouver, les auditeurs peuvent vous retrouver tout un vendredi sur deux à 21h. Ouais. 21h30. 21h30, exactement. Apprenez vos horaires, s'il vous plaît. Ah oui, c'est pour ça que je suis en retard. Et on vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr, dans la matinale. Dernière matinale avant les vacances. Stanislas Rigaud.